Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 de la vidéo de Lise sur son enfance du coup. Pareil, elle est toujours avec sa sœur Sabine, donc écoutez, j'espère que vous avez vu la partie 1 et que vous l'avez appréciée. Si c'est pas encore le cas, je vous invite à aller la voir. Et écoutez, on passe tout de suite à la partie 2. C'est parti. The part 2 of our childhood story. It's a trigger warning, so big trigger warning, because a lot of people didn't understand that in the last video. I want to address something as well. First of all, why are we sharing these things is because first people ask us about our childhood, and second of all, I think it's very important to raise awareness for children that grew up in a household like this, because a lot of people, they sweep it under the rug and they act like childhood abuse doesn't affect them, but it really does. Later on in adulthood, you can see these people are acting in ways that, let's say, a normal human being wouldn't act. And there have been scientific proven facts where they compare an abused child with a non-abused child, where the brain is completely different. For example, what me and Sabina deal with to this day is when we walk around, because our amygdala is hyper activated, because we always had to live in survival mode. So when we walk around, my eyes are everywhere. I notice everything constantly, because I always feel like I have to be on guard because someone might come and attack me. Paranoia. It's a paranoid feeling. Your body gets very exhausted from doing this. That's why I don't even like going out in public or being around people, because I constantly feel like I have to watch my environment. And that's something that happens due to the abuse. Now, other effects are unalive people, they do whatever, and when they ask like, oh, what happened to this, they said I was abused in childhood, all these things. I don't feel like anyone takes this as serious as it really is. C'est vrai, et il me semble que dans la vidéo précédente, je vous ai dit ce qui est compliqué aussi, c'est de parler... Alors non, c'était pas dans la vidéo de la partie 1, c'était dans une autre vidéo où je vous parlais du fléau de notre génération, qui est le fait qu'on soit faible et qu'on ne veuille pas guérir de nos blessures et qu'on avance dans la vie, alors qu'en fait, on doit guérir de nos blessures et avancer dans la vie. Et en fait, il y a deux choses. Il y a le fait aussi que ça modifie littéralement notre cerveau et la manière dont on capte les informations et dont on les traite. Surtout ça, on est constamment en hyper-vigilance. Pour vous dire, quand j'étais au collège, au lycée, dès que je rentrais dans une pièce, je regardais les portes de sortie, elles sont où, s'il y avait des caméras, est-ce qu'il y avait genre une estrade, un truc qui peut faire trébucher les gens. Genre, en fait, je regardais ça dans la mesure du possible, ou est-ce que, genre, s'il y a un problème, je peux m'échapper, fuir le problème. Et ça, comme je vous ai expliqué dans la précédente partie, c'est votre mémoire traumatique qui envoie un signal à votre corps. Et en fait, ce signal, bah, en fait, c'est un réflexe que vous gardez dans le sens où c'est soit vous allez affronter le problème, soit vous allez fuir. Et donc, moi, pendant très longtemps, dès que je rentrais quelque part, j'analysais partout en mode, bah là, si je dois m'échapper, je m'échappe comment? Est-ce que, je sais pas, je suis au premier étage, mais c'est quand même haut. Est-ce que si je saute, je vais survivre? Enfin, vraiment des trucs de ouf où t'es tout le temps en mode danger. Genre, t'es tout le temps en alerte de s'il y a un danger, justement, et comment est-ce que t'agis. Est-ce que soit tu vas te défendre, soit tu vas fuir. Et il n'y en a pas un qui est bien, un qui est mauvais. Dans ce genre de cas, t'essayes juste de sauver ta peau et c'est ok. Voilà, c'est ok. Et deuxième partie aussi, le fait que quand t'en parles, les gens ne t'écoutent pas parce que ils vont dire ouais mais c'est tes parents, ouais mais c'est pas grave c'est tes parents, ou ils comprennent juste pas tout ce que tu as vécu et toute la violence que ça a été ou que ça a pu être. Et en fait malheureusement du coup il y a beaucoup de personnes qui ne décident pas de les soigner ces traumas parce qu'en fait ils comprennent pas que c'est des traumas, et il y en a aussi qui pensent que ce qu'ils ont vécu c'est normal alors que ça n'est absolument pas le cas. We live such a good life now, thank God. And I think it's only fair that we also show people like, you know, there's another end of... Ouais, je comprends ce qu'elles veulent dire, dans le sens où, ok, t'as vécu ça, ça t'a pourri ton enfance, tu n'as pas eu d'enfance, mais c'est pas la fin du monde, genre tu vas pouvoir te reconstruire par la suite et réussir à avoir une belle vie, et je suis totalement d'accord avec elle. That they're not allowed to speak on it. The only way a person can release trauma is by either talking about it, whether it's with a therapist, whether it's with a friend. And yes, they will repeat themselves often because they're trying to release and understand what happened. For me, for example, by talking about it, finally, with people around me or in my previous relationship, was the first time that I ever opened up to a partner about abuse. He was literally the one that told me that it was not normal. That's the first time I realized that what I went through was not normal, because I thought everyone was going through this.
So look how important it was, because it put sense in my mind and it made me feel like I wasn't crazy. One time someone asked me, what is your dream car? This was like a few years ago. And I realized I don't have a dream car. I never dreamt of dream car, dream wedding. Yeah. I never dreamt of dream house. I've never dreamt that. The only thing I've dreamt of is survival. Yeah. And that was my only thing in life. And I even realize now, like planning a wedding and stuff, like I've never been excited about these things. Never. I didn't even know I was gonna grow up. I didn't know I would make it till this age, you know. Ce qu'elle dit, c'est intéressant dans le sens où, vu que t'es tout le temps en mode survie, vu que t'es tout le temps violenté, t'as juste l'impression en fait que tu vas crever et tu t'attends juste. En fait, tu as du mal à te projeter dans l'avenir parce que tu sais très bien que toi, dans la situation dans laquelle t'es actuellement, bah tu peux ne pas avoir d'avenir, littéralement. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller dormir et de me dire, genre de prier et tout, de dire au revoir à tout le monde dans ma tête parce que je pensais qu'on allait venir m'assassiner dans mon sommeil. Voilà, des trucs comme ça qui sont affreux mais qui sont malheureusement réels. Donc, c'est dur d'apprendre à vivre quand tu n'as jamais vécu et que tu as toujours survécu. A lot of effects of abused childhood is also that you don't remember anything anymore. So a lot of parts, I will remember the very traumatic stuff, but I won't remember majority of my childhood. That's why. C'est ce que je vous avais expliqué dans l'épisode précédent, c'est que on a une notion du temps qui est totalement décalée et on se souvient de rien, à part des mauvais moments d'abus. Et aussi, on a ces souvenirs refoulés par notre mémoire. Donc c'est sûr qu'on se souvient de rien. Et aussi, un des impacts qu'on a dans la vie d'adulte, c'est que on est là, mais on est les fantômes de notre vie. Dans le sens où, je sais pas, par exemple, tout à l'heure, j'étais en train de conduire et j'avais exactement ce ressentiment-là parce que pendant les 2 derniers jours, j'étais hyper angoissée, stressée et en fait, genre, ça me submerge dans le sens où ça me refait vivre ces choses-là d'une certaine manière aussi parce que bah, c'est les mêmes sensations et c'est pas la même source. Mais en fait, vu que c'est la même sensation, ça te rappelle cette époque-là et en fait, ça te remet dans les mêmes états où t'es déconnecté de la réalité d'une certaine manière et c'est dur de te reconnecter en mode réflexe. Je sais pas, genre, ah bah tiens, je tourne, bah je regarde. Bah là, je devais me dire dans ma tête, là, tu vas tourner, regarde aussi à droite qu'il n'y ait pas de voitures qui viennent, les piétons et tout, alors que de base, c'est un truc que je fais automatiquement parce que c'est la route que je prends 2-3 fois par jour pour rentrer chez moi, quoi. Mais quand t'es déconnecté de la réalité, dans le sens où t'es là mais t'es absent à la fois, c'est des mécanismes genre que t'es obligé de mettre en place dans ta tête parce que bah enfin voilà quoi, il faut être un minimum conscient de ce que t'es en train de faire. Donc ouais, c'est la relation de la personne traumatisée avec le temps et la présence, elle est très particulière, très très particulière. But I don't feel like I've ever had a life. Up until now. Yeah. Sometimes I feel like I've lived so many lives, and then because even like when we're talking about our past, it's like, oh, I did this, this happened, this, and I'm like, oh my god, we've been like all over the place, everywhere. We're still so young. Yeah. It's so crazy. Je suis d'accord avec ce que Lise elle a dit dans le sens où parce que je ressens la même chose, j'ai pas l'impression d'avoir eu de vie. Voilà, littéralement. Parce que toute ma vie, j'étais occupée à survivre. Et c'est vrai que c'est un problème qui est de plus en plus présent, moi, personnellement, dans ma vie, parce que tu commences à avoir des responsabilités, tu commences à avoir des charges, et en fait, tu peux pas, t'as plus l'innocence de quand t'étais enfant, tu peux pas être irresponsable par rapport à ces choses-là, parce que sinon, tu vas te retrouver dans la merde. Et franchement, c'est une angoisse, oh la vérité. One thing that you will experience when you are also in an abused childhood is that when your whole family is being abused, you have to understand that everyone has a mentality where they feel like in a box. So when one person starts to think outside of the box, that's like triggering for the rest. Because I feel like everyone around me, brothers, everyone, they felt like, no, this is how we have to live and this is how we were brought up. I also think that to what you're saying, the family was already like in a very fear-based energy. So we're constantly like instilled with fear. So anything that goes outside of the norms that were than what we have been taught was extreme, was no way. Like also, I feel like when you're being abused, you think in extremes. So it's like, oh, I do this, I will die. I do this, like, oh no, that's dangerous for my life, you know? So that. Vous savez que ça, en soi, c'est même pas le fait que ce soit au point de « Ah, c'est dangereux pour ma vie », mais jusqu'à aujourd'hui, moi, je me dis « Non, mais il y a des trucs et tout, je peux pas faire ça. » Parce que
Bah parce que quoi? Parce que quoi? Même si on te fait une réflexion, aujourd'hui, il va se passer quoi? Il va rien se passer. Ok? Alors fais-le. Voilà. Et malheureusement, même si j'ai beau avoir guéri de ces traumas, vous gardez certains réflexes, certaines manières de réfléchir, parce que c'est ancré en vous, parce que toute votre vie, vous avez connu que ça. Et en fait, pour s'en détacher, vous avez énormément besoin de prendre du recul sur vous-même et vous êtes constamment en train de vous auto-analyser. That's what happens. And I think because the family was in such a fear-based place, when, like, for example, you wanted to like jump out of that box, everyone is like not because against me, but it's more like protect yourself. Protect. You're gonna die. To protect you, like, you know, like don't do this, like, you know. Vous savez, en vrai, c'est un truc de ouf parce que là, ils sont 5 dans la famille, donc il y a la maman, les 2 sœurs, les 2 frères. Et c'est une personne, une seule personne, leur père, qui a mis tout le monde, 5 autres personnes, dans un chaos et une peur constante. C'est pour ça que les gens, ils ont besoin de Dieu. Je vous dis la vérité. Parce que les gens, aujourd'hui, ils n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu. C'est pour ça qu'ils se permettent de faire des dingueries comme ça. C'est pour ça qu'ils se permettent d'assassiner les gens, ils se permettent de tromper les gens, ils se permettent de ci, de ça. Parce qu'en fait, ils se disent, bah alors la personne, elle va faire quoi? La personne, elle va rien faire. Et vu qu'elles n'ont pas de foi, bah forcément, bah il va rien m'arriver. C'est pour ça, la religion, c'est important. Tu peux pas faire des trucs comme ça. T'as pas de foi, t'as pas de pitié, tu crains pas les gens, t'as pas de notion du bien, du mal. Je vous jure que ça m'a toujours dépassé les gens qui faisaient ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ça sera quelque chose que je ne comprendrai jamais. Mais je vais vous dire la vérité. Ces personnes-là, elles se rendent même pas compte que ce qu'elles font, c'est mal. Alors soit elles se mentent à elles-mêmes, elles se mentent très bien à elles-mêmes. Mais je vous jure, pour avoir discuté de ça, elles s'en rendent même pas compte du mal qu'elles font aux gens. Comment tu fais pour pas t'en rendre compte? Voilà, je sais pas. Tu fais exprès, la vérité. La vérité, ça me dépasse. Pour moi, c'est totalement absurde. Parce que je pars du principe qu'on est tous des êtres logiques, qu'on a tous, au minimum, cette notion de bien, de mal. Comment est-ce que tu te rends pas compte que ce que tu fais là, c'est mal? Parce que non, tu peux pas faire des dingueries comme ça, faire vivre l'enfer aux gens et t'attendre à ce qu'il n'y ait pas de répercussions. Aujourd'hui, elle, et ça fait partie de la guérison, genre de pas te venger. Moi, par exemple, j'ai eu 15 000 opportunités de me venger, je l'ai pas fait parce que je sais très bien que ce que moi, je vais faire, ça sera rien comparé à la punition que Dieu va avoir. Voilà. Donc, je prends mon mal en patience, même si j'ai 15 000 opportunités, même si j'ai 10 milliards de raisons. Je prends mon mal en patience. Et j'attends. Parce que ma vengeance, je vais la voir. Mais au lieu d'aller moi la prendre, je laisse ça entre les mains de Dieu et il saura mieux que moi. Le problème, c'est que si vous décidez de répondre, je dis pas que vous êtes en tort, mais je dis juste que faites attention parce que ça peut se retourner contre vous. C'est totalement injuste. Et moi, pendant mon éveil spirituel, ce sur quoi j'ai dû travailler, c'était ma blessure d'injustice. Et notamment sur le fait que je n'exprimais jamais mes émotions, j'exprimais jamais rien. Et je parlais pas. Pourtant, j'ai toujours été une très bonne oratrice, mais je ne parlais pas, je ne parlais jamais, je ne m'exprimais pas. Je disais pas ce que je ressentais. Et on m'a toujours dit, éteins ce que tu ressens. Genre, encaisse, encaisse, encaisse. Et en fait, non. Je suis une enfant, j'ai pas à encaisser. Et mon éveil spirituel, il m'a énormément aidée sur ça. Parce que c'est ça, du coup, que ça m'a fait travailler. Et j'ai pu en rediscuter, prendre la parole sur ça, retourner dans ma mémoire, refouiller chaque chose qui s'est passée. Et c'est comme ça qu'on guérit. C'est en travaillant dessus, en revivant ça. Alors oui, tu pleures toutes les larmes de ton corps. Alors oui, t'es dans des états pas possibles. Mais au moins, je peux vivre ma vie tranquillement, sereinement et sans angoisser et sans tout le temps être en mode putain, je vais crever, il va se passer un truc, j'ai fait ça, c'est la fin. C'est pas une vie. C'est pas une vie, guys. Et c'est encore moins une vie que de ne pas travailler sur ça et de pouvoir se permettre d'avoir toutes les opportunités qui peuvent venir à nous, mais qu'on ne verra pas parce qu'on est aveuglé par nos problèmes
par nos traumas. So when my father left the house because he got like another wife behind my mom's back, and that was like the last straw for her, because he used to cheat always. He like used to always do this, but then when he got another wife and all these things, she was like, get out of my house, because at this point he wasn't like terrible. Okay, so that was when I was 18, about to turn 19, something like that. Okay, so he got out of the house, everything. So my mom became very depressed because, and at the time I really developed a bad relationship with my mother, because I kind of felt like over all these years that the abuse happened and whatever we were going through, how can you now be sad? Because I felt like the children were celebrating that he was leaving. But Yeah. I didn't understand at the time that when you're together with someone for 25 years, even though they're abusing everyone, all these things, you somehow build a connection with them that is very strong. And this person is all you've ever known. And somehow, even though it is abusive and he's bad to you, you will feel like I still cannot live without this person, because you can't imagine a life without this person. Ouais, voilà. En fait, c'est le fait, c'est pas tout ce qui est l'agressivité, etc. C'est juste le fait de se retrouver seul sans cette personne, parce qu'en fait, t'as tellement été habitué à sa présence, même si sa présence était inutile dans ce cas-là, qu'en fait, c'est dur de te dire, ok, bah là, je suis vraiment seule, même si en réalité, t'as toujours été seule. The thing was, when my father left, we all had this sense of freedom in the house. So everyone was allowed to do whatever they wanted now, because my mom was breaking down, my brothers were breaking down, everyone was like dealing with it themselves. I just And also no one really was looking at each other anymore. yeah. So everyone was really like individual at this point, because Yeah. everyone had to deal with it on their own. Yeah, it was almost like we had this like bubble of like people Trauma bonding. fighting this one enemy, and then the enemy leaves, and it's almost like that Bubble burst. bubble burst, and everyone is just separate. And everyone was on their own. Yeah, So at this time, so I was then allowed to travel because I didn't have anyone stopping me and whatever. So at this time, Juste pour le fait où elles disent que ce qui nous unissait, c'était le fait de nous battre et nous défendre contre notre père, et qu'une fois qu'il est parti, bah en fait, on est tous devenus individualistes. C'est normal, parce qu'en fait, la relation qu'ils ont entre frères et sœurs, elle est basée sur la peur de leur père. Ils ont jamais construit d'amour entre eux réellement. C'est juste, tiens, bah, j'ai peur, je dois le protéger parce que c'est mon frère, etc. Et aussi le fait de pas supporter de voir quelqu'un d'autre se faire taper, forcément. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc qui est vrai, mais quand vous voyez des frères et des sœurs qui peuvent pas s'entendre, c'est à cause des parents, parce que les parents, ils étaient constamment en train de se disputer, de se battre ou de les battre eux. Du coup, ils ont jamais pu créer une relation autre que sur de la violence, de la haine, des insultes et sur des conflits, quoi. Donc malheureusement, après, il faut apprendre à connaître en fait, les membres de notre famille. I really did what I really took from the relationship from my mom and dad was like, I never want to be dependent on anyone. yeah. Not my dad, not a man, not anyone. So for me, it was like I have to work myself, my ass off, because I'm not asking anyone for help, because I had so much like shame and everything. Yeah. And I actually became like mom. Yeah. So for me, it was like very like, I don't want anyone to tell me that they did something for me. Yeah. Not my boyfriend, not anyone. My boyfriends were like paying for everything and stuff when I was younger, but I would never ask them for gifts. I wouldn't. C'est intéressant ce qu'elles disent, parce que là, en gros, elles parlent d'hyper-indépendance. Alors, c'est pas juste le fait d'être indépendante financièrement, mais le fait aussi de n'avoir à rendre de compte à personne. Et ça, les gars, ça, c'est mon cas. Parce qu'en fait, vous savez, quand vous vous faites abuser et que vous êtes enfant, vous entendez tout le temps cette phrase de l'abuseur: t'as vu tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai sacrifié ma vie pour toi. On t'a rien demandé. Ok, c'est bon, on t'a rien demandé. Donc en fait, forcément, tu développes de l'hyper-indépendance dans le sens où tout ce que j'ai, c'est à mon nom. Ok, à mon nom, c'est au nom de personne d'autre, même si je dois payer plus cher l'assurance de je sais pas quoi parce que je suis pas dans le groupe familial, je m'en fous. C'est à mon nom, ok, c'est moi qui suis premier conducteur de ma voiture, sur la carte grise il y a écrit mon nom, c'est mes affaires. Ok, il y a aussi ce truc de personne ne touche à mes affaires, parce que quand vous avez un parent
qui est abuseur et violent avec vous, il y a aucun respect en fait. Donc il prend vos affaires comme ça. Moi je me souviens, genre, je cachais de l'argent dans des cachettes, tellement c'était bien caché, je me souvenais plus où est-ce que c'était. Genre, et des fois je faisais le ménage, je rangeais des trucs et je retrouvais genre 500 balles. Je me disais, ah ouais, c'est l'argent de poche que j'ai économisé pour m'enfuir au cas où s'il y a un problème. Enfin, vraiment des trucs de malade, mais notamment l'hyper-indépendance, dans le sens où je veux réfléchir par moi-même, je vais prendre mes propres décisions par moi-même, je veux avoir mes papiers d'identité mis à jour, comme ça si un jour je dois me casser, bah, je peux me casser sans problème, avoir de l'argent de côté. En fait, t'es prêt au pire. Voilà. Si demain tu te retrouves seul, il n'y a rien ni personne pour t'aider, tu vas pouvoir te démerder, t'en sortir seul, sans compter sur qui que ce soit. Et du coup, voilà, en fait, c'est de l'hyper-indépendance parce qu'en fait, t'es toujours préparé au pire. Et clairement, jusqu'à aujourd'hui, bon, c'est un truc que je fais de moins en moins, j'essaye de plus en plus de me détacher de ça, surtout avec l'argent, genre, je gagne très bien ma vie, bon, je gagne absolument pas ma vie grâce aux réseaux sociaux, mais je gagne quand même bien ma vie. Je taffe à côté, hein, les gars, j'espère que vous êtes au courant, voilà. Et franchement, je dépense rien de ce que je gagne. Je vous jure, je dépense rien de ce que je gagne. Alors c'est bien parce que du coup, ce qui me reste, genre je l'épargne et je l'investis, mais je vous jure, genre je suis matrixée par le travail. Travail, 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 travail. Genre c'est jamais assez. Vous me verriez au travail, je cours partout à droite à gauche parce que genre je suis déterminée, j'aime ce que je fais. Et aussi pour l'argent, genre comme ça, j'ai pas à dépendre de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Genre voilà, demain, même si le travail s'arrête, je peux en trouver un rapidement parce que, genre, voilà, j'ai les compétences nécessaires. Je vous jure, c'est fatigant. C'est fatigant. Hyper indépendance comme ça, c'est drainant, en fait, à force. C'est drainant. Il n'y a pas besoin d'en faire autant. Mais en fait, t'as cette peur constante et cette angoisse constante. Même si, franchement, de temps en temps, ça se calme. Bon, là, en ce moment, je suis dedans. Mais genre, voilà, ça a duré 2-3 jours. Et après, genre, c'est bon, je peux libérer ma tête de ça. Mais je vous jure qu'il y a une époque, ah, c'était atroce. C'était atroce, putain. Donc ouais, l'hyper-indépendance, c'est juste un mécanisme d'autodéfense par rapport à ce qu'on a vécu, parce qu'on a toujours dépendu de cette violence et de ce fait de n'avoir rien. Que ce soit ni de l'amour, ni des bons souvenirs, ni des activités à faire, rien du tout. Donc voilà. I still was just broke. I had no money in my account. So that wasn't something that was really helping, but obviously he wanted to still keep the control in the relationship. So if I were to break up with him or leave, I leave with nothing. Okay. Yeah. So at that time, when I moved, the minute I moved to that country, my social media started to blow up like this. Like I went viral on TikTok, and ever then from TikTok, someone messaged me and emailed me that I should start a YouTube channel. So at first I didn't want to do that at all. But then when I decided to have the YouTube channel, I made it. And in 2 weeks I was signed with YouTube. And that's the first time in my life that I started to make a lot of money. And that this was from... Bon, tout à l'heure, je vous ai dit que je gagnais pas d'argent grâce aux réseaux sociaux. Du coup, je vais changer de pays et déménager comme Lise, comme ça. Peut-être que moi aussi, mes réseaux, ils vont exploser. Non, mais je comprends parce qu'en fait, comme je vous ai dit dans la vidéo sur le pourquoi, des fois, quand vous manifestez ou que vous avez une attache particulière avec certains lieux, c'est qu'il y a quelque chose pour vous qui... Il y a quelque chose qui vous attend là-bas. Et une fois que vous serez dans cet endroit, genre, il y a tous les autres petits cadenas qui vont s'ouvrir et qui vont se débloquer pour vous. Ads on the YouTube channel. And basically what happened is when... Guys, you have to understand, when first me and my ex got together, he got me an apartment. He was renting this apartment for me, okay? And that was like per month. So then after 6 months, when I accessed my YouTube money and I started making YouTube money, he all of a sudden was like, oh, I have financial issues myself. And he's like, Liz, can you take care of like yourself? Or like, can you rent your apartment yourself or whatever? And I was like, yeah, I can do that. Like, I don't care. So I was like, but then I already started to not like him anymore because I really value a man that takes care of a woman. And that is like,
I really value that. Yeah. But when he saw how much money I was making, he was like, oh, just do it yourself, you know? And he would still buy me gifts, but what is gifts at the end of the day, you know? I want stability, and stability comes from like... Yeah, I think that's the problem with a lot of girls who go like with these guys who spend on them. The guys don't really like invest so that the girl makes money. They just buy them gifts, so they keep, like you said, the control. So the girl is never independent, really, because okay, you have like 20 Birkin bags, but you have no money in your account to even book a flight. Yeah, that's the issue. Like that's why I'm saying like you should really have your own money, and that's what I have. Dating the guys, I would say like make sure that they do something for you that you can make money on. Either invest in your business, either buys land, all these things, like buys a car, something in your name. Something in your name. Like... Voilà, vous voyez tout à l'heure quand je vous disais l'hyper indépendance, c'était que je voulais tout à mon nom. Bah, c'est exactement pour les mêmes raisons que ça aussi. Voilà. Parce que quand les gens ils te donnent, surtout quand tu es dans une relation, genre surtout les hommes, genre ils vont te donner mais c'est à leur nom. Voilà, tiens, je t'ai offert une voiture, mais elle est à mon nom. Donc tu m'as rien offert en fait. Si c'est pas à mon nom, c'est pas à moi. Ok, je vais l'utiliser, mais demain il y a un problème, ils vont prendre les papiers de la voiture, ils vont voir, ah la voiture elle est à monsieur, tenez monsieur les clés de la voiture. Et toi tu repars avec quoi? Avec rien. Donc s'il vous plaît, tout ce que vous pouvez avoir à votre nom, mettez-le à votre nom. Facture de téléphone, facture de je sais pas quoi. Même si c'est pas votre RIB, c'est pas grave. On s'en fout. C'est votre nom qui est écrit dessus. Sur la facture, c'est votre nom. Sur la carte grise, c'est votre nom. Sur le bail, il y a votre nom. Ok? Et s'il y est pas, vous faites la démarche pour le rajouter. D'accord? Voilà. Et je tiens à vous dire aussi, vous reconnaissez un vrai homme d'un petit garçon qui veut profiter de vous quand c'est un homme qui décide de subvenir aussi dans le fait que vous soyez pour vous-même en autosuffisance. Ça veut dire investir dans vos business, investir dans vos trucs, vous construire un local pour faire des extensions de cils, des ongles, je sais pas quoi, les petits small business là, ou les trucs de bougies, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui va vous permettre d'avoir une stabilité avec lui et non pas d'être dépendante de sa stabilité. C'est pas la même chose. Now, money is not my goal. It's more like, because I'm already out of that, it's more the purpose behind it. So I look at things bigger now. So when I talk about going into politics and talk for abused children, that's what I want to do. Yeah. That's like the things that I want to create impact next, you know? Because the legacy you leave on this earth, it's not cool to be like, oh, I'm a millionaire, I made so much money, this and that. Who cares, you know? There's so many rich people. Yeah. But it's... Tu fais la différence en fonction de ce que tu vas apporter, ce que tu vas laisser aux autres. Et c'est pas forcément un héritage monétaire ou un patrimoine qui a de la valeur pécuniaire. Non. Et vous savez, en islam, quand tu meurs et que tu te retrouves dans ta tombe, on te pose plusieurs questions. Et parmi les différentes questions qu'on te pose, il y a qu'as-tu fait de ton savoir? Voilà. Quel savoir Dieu t'a donné et qu'en as-tu fait? Et je crois que je vous avais déjà expliqué dans une vidéo que moi, littéralement, tout ce qui est développement personnel, spiritualité, c'est ce que Dieu m'a donné. Voilà. C'est pas tout le monde qui fait un éveil spirituel, et ceux qui font un éveil spirituel, faut comprendre que c'est une bénédiction. Dieu, il vous a choisi parmi toutes les autres personnes de la terre pour vivre cette expérience et pour en faire quelque chose. Et en plus de ça, je suis une très bonne pédagogue. Donc, et aussi, quand j'étudie ma numérologie, c'est littéralement ce pourquoi j'étais destinée de faire et ce qui me correspond le mieux, parce que c'est mon chemin de destinée. Voilà. Et ça m'apporte d'apporter aux autres énormément. Et je dois le faire. Je suis pas sur Terre pour me la couler douce. Je dois le faire. Genre, je suis là, j'ai une mission. C'est ça ma mission. I would tell women, like, create something for yourself whilst you're in a relationship with someone that is providing for you. Never, ever trust someone that says, like, oh, no, I want you to do nothing. My friend actually talked about this. She was like, there was this guy, and he met her friend. And he told her, like, oh, I really want you to be a housewife. I just want a housewife. He was like a wealthy guy. And the girl was like, oh, I would love to be a housewife and just, you know, do nothing and whatever, go to Pilates, whatever. And he's like, yeah, great. So then they like, he bought a mansion. They're like living together. They're married, you know, he's taking care of his wife, whatever. And then the girl, she said, like, slowly throughout the relationship, he comes home and he starts telling her, like, you don't even do anything. You haven't even accomplished anything. And then she goes like, huh, excuse me. But apparently
his friends all had wives where they had like created books, they were authors, they had like doctors and all these things, you know. So Et oui, en réalité, quand tu as le père de la famille qui est comptable et que tu as la femme, elle est soit artiste, soit écrivaine, soit, je sais pas, soit c'est sa secrétaire, mais elle travaille. Et en fait, ce truc de wifi, ça n'a jamais existé. Quoique si, peut-être pour les Blancs. Pour les Blancs, ça a existé. Mais au Moyen-Orient, en Afrique, dans tout le reste du monde, hein, les femmes ont toujours travaillé. D'accord? Je sais pas si vous avez vu J'irai chez vous en Algérie. À un moment, il va dans la famille d'un jeune Algérien et dans la cuisine, il y a un truc de broderie. Sa maman, elle confectionne des tapis. Elle taffe dans Les Mille et une nuits. Combien il y a d'histoires qui sont racontées où t'as des femmes qui tissent, qui font des vêtements, qui fabriquent des choses, qui leur rendent... Elles taffent. Un exemple, en Afghanistan, ils ont fermé tous les salons de beauté pour les femmes. Mais ils ont dit quoi? Ils ont dit que ces salons de beauté, c'était la seule source de revenus de certaines familles. Ça veut dire que les hommes de la famille ne travaillaient pas. La source de revenus de la famille, c'était les salons de beauté. Les femmes, elles travaillaient. Les femmes ont toujours travaillé. C'est pas travailler à la place d'un homme, sur un job d'homme. C'est pas cette notion du travail, mais les femmes ont toujours eu une activité qu'elles font comme elles veulent. Dans certains pays, elles fabriquent de l'huile d'argan, enfin des trucs comme ça en fait, rattachés à la culture, etc. En Égypte, je vous donne un exemple. En Égypte, il y a des gens qui cueillent les fleurs de jasmin, avec lesquelles on fait les parfums Chanel et je sais pas quoi. Voilà. Bah, il y a des femmes là-bas qui tapent, qui font ça, qui font le pain, qui le vendent. Elles travaillent. Les femmes ont toujours travaillé. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a que au Moyen-Âge, dans les pays occidentaux, que les femmes ne travaillaient pas et elles étaient juste à la maison et elles étaient juste l'ombre de leur mari. Elles s'occupaient des enfants, elles s'occupaient voilà, de tout ce qui n'apportait pas d'argent. Sauf que dans le reste du monde, c'est pas le cas. Et ça n'a jamais été le cas. Donc, cette idée de je veux une wifi, mais en fait, pour moi, en tout cas, ça fait pas sens. Et malheureusement, on a trop été influencé par l'Occident dans le côté de wifi, c'est quelqu'un qui s'occupe juste des enfants et qui n'a pas d'activité à côté. Sauf que dans les autres cultures, toutes les autres cultures, les femmes ont toujours eu des activités à côté. Voilà. Faut dire la vérité. Hein. Et c'est pour ça que y a le droit de vote des femmes qui est venu après celui des hommes. Mais je suis désolée, enfin, surtout en France, et je compare la France avec les pays arabes, un exemple, mais je suis désolée, mais dans tous les pays arabes, quand c'est passé de royaume à démocratie, tout le monde a eu le droit de vote en même temps. Et après, ces gens-là qui ont eu le droit de vote 20 ans ou 50 ans après les hommes, ils viennent dire, ouais, les femmes arabes, elles sont oppressées. Ma chérie, c'est toi, t'es oppressée. C'est toi, t'es opprimée. Tu t'en es jamais rendu compte parce qu'on t'a fait croire que c'est celles qui ont un foulard sur la tête qui le sont. Mais ces femmes-là, elles sont beaucoup plus libres que toi, en fait. Then he would go there and he would like look at his wife and be like, why aren't you doing anything, you know? So he would degrade her for that. It's almost like men will create this life for you and then complain about the things that they created. It's like the whole system. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une vidéo qui tournait sur les réseaux sociaux où c'était un homme qui disait à sa femme, oui, toi, ça fait 20 ans que t'es là et tu profites juste de ma source de revenus. Et la meuf, elle a pété un câble, elle lui a dit, tu te fous de moi et tout, c'est toi qui m'as demandé d'arrêter de travailler parce que j'ai pris soin de nos 3 enfants. Et c'est toi qui m'as demandé ça, donc maintenant, je suis une profiteuse de ton argent. Non mais ça va pas ou quoi? Donc voilà. On évite. Bon guys, écoutez, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On a parlé un petit peu de tout, du coup, de tout ce qui était relations, hyper indépendance, voilà. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Écoutez, je pense pas qu'elles vont faire une troisième partie. En attendant, on continue les vidéos normales. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire, il est là pour ça. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao!